Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de Grands Titres. Nous nous intéressons ce soir à la prise en charge des enfants ayant des troubles d'apprentissage. C'est un problème qui touche les jeunes à travers le monde et Maurice est également concerné. Ce soir, nous profitons de la présence dans l'île de la psychologue Jeanne Sio-Fachin pour savoir comment détecter les signes annonciateurs ou encore comment s'attaquer aux problèmes. Jeanne Sio-Fachin, bonsoir et Bonsoir. merci de votre présence dans notre émission. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On peut dire que vous êtes une référence en France dans la prise en charge des enfants, disons-le, atypiques. Quand on dit atypique, on se réfère quelque part à quel type de trouble? En fait, ce sont des trajectoires au niveau du développement du cerveau qui va se construire un peu différemment de ce qui est habituel. Et donc, ça va entraîner des difficultés, des troubles, quelquefois, des troubles cognitifs. C'est une organisation du cerveau un peu différente qui va avoir des conséquences quelquefois très visibles et quelquefois beaucoup moins faciles à repérer. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que très souvent, ces enfants qui ont ce type de troubles, on va parler des troubles en question, très souvent, la différence est invisible. C'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, mais quand même, fais un effort, tu t'appliques pas, tu n'es pas motivé, tu es paresseux, dépêche-toi, il faut toujours que je te répète 10 fois la même chose, etc. Donc, les parents s'agacent, s'énervent, les enseignants se découragent et les enfants sont en souffrance parce que eux-mêmes, parce qu'ils ont un trouble, ils font des efforts en vérité, mais personne ne le voit. Mais à partir de quel âge on commence à détecter ce type de problème, disons-le? Alors, en fait, la détection, c'est plutôt au moment où l'enfant va commencer à rentrer dans les apprentissages. À l'école? À l'école, mais vraiment à l'école au moment des apprentissages. Quand ils sont plus jeunes, par exemple, les enfants qui ont des difficultés d'attention, les troubles d'attention, c'est des enfants un peu plus agités que les autres, un peu plus vifs, qui bougent beaucoup. Mais on ne va pas le repérer, on ne va pas s'inquiéter. Les enfants qui ont des problèmes plus spécifiques avec l'écriture, avec la lecture, en maternelle, ça va. Mais c'est dès que les apprentissages commencent vraiment et qu'en plus on monte en difficulté, que là, ça va devenir de plus en plus gênant pour l'enfant, beaucoup plus compliqué. Ça va être une vraie difficulté pour lui d'entrer dans les apprentissages. Et surtout... Donc, quand vous parlez d'apprentissage, ici à Maurice, on parle de l'école primaire, du secondaire. Donc, oui. Le primaire, c'est à partir de l'âge de 6 ans, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est à partir du moment où on apprend à lire, où on apprend à écrire, où on apprend à compter, où c'est là que petit à petit, les troubles vont être de plus en plus repérables. Donc, l'enfant ne sera pas en mesure d'être concentré, c'est ça? Alors, ça dépend, oui, ça dépend des troubles. Mais oui. si on prend le trouble comme le trouble qui s'appelle TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un véritable trouble qui ne permet pas à l'enfant de rester concentré et attentif pendant longtemps. Il peut quelques instants et après il lâche. Il peut arriver à faire quelque chose, s'appliquer, et puis après, il va s'arrêter. Et il va passer à autre chose. Et il va zapper. Et il va faire encore autre chose. Et il va se lever de sa chaise. Et il va bousculer le camarade d'à côté. Et donc, ce sera un peu un enfant turbulent en classe? Oui, et c'est ça la difficulté. C'est qu'on va pouvoir le confondre avec un enfant turbulent en se disant... Ah ben oui, lui, il est turbulent. Arrête-toi, calme-toi, assieds-toi, arrête de parler, tu parles tout le temps. Alors peut-être que c'est un enfant turbulent, mais peut-être aussi que c'est vraiment un enfant TDAH. Et cet enfant-là, malgré tous les efforts qu'il fait pour essayer de rester en place et d'être attentif, il peut pas. Il peut pas. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est myope, en disant, mais quand même, regarde, tu as des yeux, tu peux voir. Tu peux voir ce qu'il y a devant. Tu peux voir ce qu'il y a devant. Ben, l'enfant TDAH, c'est pareil. On lui dit, mais enfin, regarde, fais un effort, applique-toi. Mais l'enfant, il ne peut pas. Et c'est ça qui va créer beaucoup de confusion et beaucoup de souffrance pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants. Et les symptômes?
si on peut parler de symptômes. Oui, on peut parler. C'est en classe que ça apparaît, que ça doit être détecté. Donc, c'est à l'enseignant de remarquer ça ou comment ça se passe? Oui, alors en fait, c'est souvent à l'école et c'est souvent les enseignants qui commencent à se rendre compte que cet enfant, il a beaucoup de difficultés à rester concentré. Mais les parents aussi s'en sont depuis longtemps rendus compte. Et pour vraiment diagnostiquer un trouble comme le TDAH, il faut que ça dure depuis longtemps. C'est-à-dire, on ne peut pas, si un enfant, un jour, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, il n'arrive pas à se concentrer, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand ça dure depuis au moins 6 mois qu'on peut commencer à se poser la question et que ce n'est pas une question uniquement de motivation, même quand ça lui plaît, parce que souvent, quand vous êtes très motivé, vous êtes plus concentré. Quand vous êtes moins motivé, vous êtes moins concentré. Ça, c'est pareil un peu pour tout le monde. Mais ces enfants-là, même s'il y a quelque chose qui leur plaît beaucoup, ils n'y arrivent pas. Ouais. C'est vraiment tout le temps, dans toutes les situations, on va remarquer ce problème d'attention, de concentration pour ces enfants-là. Du moins, sur une année scolaire, si jamais un enfant souffre de ce trouble, ça doit être déjà visible. Oui, c'est visible si quand les enseignants sont attentifs, et parce que quelquefois, quand il y a beaucoup d'enfants dans une classe, eh bien, on va se dire, mais lui, quand même, peut-être qu'il est mal élevé, peut-être qu'il est mal éduqué, peut-être que les parents ne mettent pas assez de limites. Et si les parents étaient plus fermes, peut-être que cet enfant, il serait plus sage en classe. Prenons l'exemple d'un enfant, voilà, donc TDAH, comme vous venez de le dire. Comment faire pour l'accompagner? Quelle est la marche à suivre quelque part? Déjà, ce qui change tout, c'est de diagnostiquer le trouble. Ouais. Déjà, lui dire, OK, on a compris que tu fais des efforts et que c'est difficile pour toi. Et pas toujours en train de le gronder, de le punir et de crier sur l'enfant. Ça, c'est déjà très important. Ensuite, c'est pouvoir le féliciter et lui dire bravo quand l'enfant a réussi une petite chose. Lui dire bravo, là tu vois, tu es arrivé, je suis fière de toi, c'est formidable. C'est-à-dire d'encourager au maximum l'enfant dès qu'il a réussi. L'encourager, le récompenser. L'encourager, le récompenser, mais le récompenser pas avec des cadeaux, le récompenser avec de l'amour. Ouais. Le récompenser en disant « Oh là là, vraiment, c'est bien, c'est agréable, c'est formidable, je suis content, je suis contente ». On n'achète pas l'enfant, on lui dit à quel point on est fier de lui, on est fier de ce qu'il fait. Jeanne Assuo-Fachin, vous connaissez Maurice, vous êtes à Maurice depuis pas mal d'années maintenant. Demain, donc mardi, vous animez une conférence à l'hôtel Suffren à Port-Louis. Le fait même d'organiser cette conférence, qui est gratuite, soulignons-le, démontre qu'à Maurice aussi, il y a des enfants qui ont ce type de problème quelque part. Oui, bien sûr. De toute façon, les enfants qui souffrent d'un trouble TDAH, ça touche entre 5 et 8%, oui, à peu près, dans le monde. Hein, voilà, dans le monde. Donc, on peut considérer, même s'il n'y a pas de chiffres précis, que c'est pareil ici à Maurice. Et puis, à Maurice, c'est important parce qu'il faut que l'information circule. Il faut que les parents entendent que ça existe. Il faut que les enseignants entendent que ça existe. Parce que pendant longtemps, comme dans beaucoup de pays du monde, on a eu tendance à considérer que c'était un enfant pas motivé et que si on le cadrait beaucoup plus, ça allait marcher. Et c'est très difficile parce que même avec les parents, ils ont quand même souvent tendance à se dire « Oui, mais quand même, s'il faisait un effort, il arriverait très bien. » Et puis, quelquefois, il y arrive. Vous voyez, c'est pas ça. Quelquefois, il arrive. Oui, il peut y arriver un petit moment. Moi, je suis petite. Si toute la journée, vous me demandez d'attraper un objet très haut, d'accord? Si vraiment j'ai envie de vous faire plaisir, je vais y arriver une fois, 2 fois, mais pas toute la journée. Et à la fin de la journée, je suis fatiguée, j'en peux plus et je suis triste parce que j'aimerais bien attraper toute la journée, mais je ne peux pas. Alors, je vais m'énerver, je vais être en colère. Vous allez être en colère, vous allez dire « Mais Jeanne, quand même, tu vois bien, puisque tu es arrivée une fois, tu peux continuer. Tu vois, tu peux le faire. » Donc, c'est une question de durée. Donc, vous avez parlé d'un trouble. Il y a d'autres troubles aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. C'est un peu chic. Oui, ça veut dire quoi exactement? Voilà, ça veut dire que c'est des troubles qui affectent l'organisation du cerveau, l'organisation cognitive. Et comme je disais, c'est
un développement du cerveau atypique. On disait atypique au début de l'émission. Et donc, dans ces troubles, il y a donc le TDAH, dont on vient de parler, mais il y a aussi tous les troubles du spectre de l'autisme, qu'on appelle les TSA, troubles du spectre de l'autisme, et en particulier des autismes qui vont donner des difficultés au niveau des relations aux autres, de la compréhension des émotions, de l'ajustement émotionnel, des enfants qui peuvent être... Les autres peuvent les trouver un peu étranges, un peu bizarres, parce qu'ils ne jouent pas tout à fait comme les autres, et ils ne s'intègrent pas tout à fait comme les autres. Ils peuvent avoir des difficultés d'attention, mais ce n'est pas ça dont on parle. Vous voyez, un ensemble de difficultés comme ça, et ça, c'est très important. Alors, statistiquement, il y en a moins. C'est un sujet, en tout cas en France, qui est un peu à la mode. Donc, on en diagnostique beaucoup plus qu'on ne faisait avant, et tant mieux, parce que ça veut dire que la connaissance avance. Il y a encore quelques années, le TSA, en France, on n'en parlait pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Ce soir, pour les parents qui nous suivent à la télévision ou sur notre page Facebook, lorsque vous parlez de ces différents troubles qui touchent les enfants, vous avez dit, et donc ça commence à être détecté à partir de l'âge de 6 ans, du moment qu'ils sont scolarisés. Est-ce que des troubles pareils, ce sont des troubles irréversibles? Alors, oui et non. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend le TDAH, il existe bien sûr des adultes TDAH. C'est-à-dire on grandit avec son trouble, mais si on est traité dans l'enfance, si on est accompagné, si on bénéficie de rééducation cognitive, c'est-à-dire qu'on va apprendre à l'enfant des stratégies pour être plus efficace, si l'enfant s'est senti compris et entendu dans sa difficulté, ça sera moins fort à l'âge adulte. Et surtout, à l'âge adulte, il n'y aura plus, en général, toute l'hyperactivité. Mais il y aura toujours le trouble de l'attention. Mais on finit par faire du coping, par s'adapter et par trouver des stratégies. Trouver des stratégies, voilà. Pour trouver des stratégies. Mais oui, bien sûr, les adultes, comme les adultes, peuvent être TSA. Et puis, il y a tous les troubles 10 aussi, la dyslexie, la dyspraxie. La dyslexie, c'est une difficulté dans l'acquisition de la lecture. La dyspraxie, c'est une difficulté dans l'acquisition du geste graphique et tout ce qui est repérage dans l'espace. Donc, un enfant qui va écrire petit et puis gros, qui a du mal à rester sur les lignes, qui a du mal à s'organiser. Dans son cartable, c'est toujours le bazar. Vous, comme psychologue, du moment qu'on arrive à détecter ces troubles rapidement, c'est plus facile de venir en aide à ces enfants-là? Oui, tellement, bien sûr, bien sûr. Plus tôt on diagnostique les troubles, plus efficaces seront les accompagnements. Parce que ça peut être une orthophoniste, un psychomotricien, un psychologue qui fait de la rééducation neuropsychologique, c'est-à-dire apprendre des stratégies, et puis quelquefois de l'accompagnement psychologique, parce que l'enfant est en souffrance, en difficulté, parce que ça attaque beaucoup le sentiment de compétence et l'estime de soi. Donc ce sont des enfants qui perdent confiance en eux. Ils ont l'impression qu'ils sont nuls, ils le disent, ils disent de toute façon je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, rien ne va. Et puis les parents sont inquiets, donc les parents les engueulent, les grondent tout le temps, les enseignants les grondent. C'est difficile de grandir en ayant ces troubles. Vous évoquez les parents, donc faut-il aussi un accompagnement pour les parents? Parce que quelque part, lorsqu'ils voient leur enfant se comporter ainsi, ça rejaillit aussi sur eux. Oui, en tout cas, il faut vraiment que les parents puissent entendre et comprendre de quoi on parle et qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'on appelle dans mon jargon de la psychopédagogie. Oui. C'est-à-dire expliquer aux parents, vraiment prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est ce trouble, qu'est-ce qu'il a comme conséquence, comment les parents peuvent aider à la maison, comment ils peuvent accompagner et comment ils peuvent permettre à leur enfant d'aller mieux et que ce n'est pas la faute de l'enfant qui ne fait pas exprès pour embêter les parents. Donc, pas forcément un accompagnement psychologique, mais vraiment un accompagnement psychopédagogique, vraiment pour expliquer et régulièrement revoir les parents, parce que c'est fatigant d'avoir un enfant avec des troubles comme ça, c'est très fatigant. Donc les parents, ils n'en peuvent plus, et c'est normal.
ça peut poser des problèmes dans le couple, parce qu'il y en a un qui dit « mais ça suffit maintenant, arrête, on fait comme ça, il y en a marre avec cet enfant, il suffit de lui dire, et puis de le gronder, de le punir. » Il a dit « mais non, c'est pas ça, il faut l'aider. » Bon, donc ça peut créer des problèmes de couple, et c'est très important aussi, quand on suit un enfant avec un trouble comme ça, de voir régulièrement les parents pour dire « ouh, take it easy ». C'est pas votre faute à vous, c'est pas sa faute à lui. On va essayer de trouver des aménagements pour que ça soit plus facile à la maison. Jeanne Suofachin, lorsqu'on parle de venir en aide à des enfants qui ont ces troubles de comportement, ces troubles d'apprentissage, est-ce que, au final, pour les aider, c'est au cas par cas ou ce qui marche pour cet enfant marchera nécessairement pour l'autre? Alors déjà, ce n'est pas du tout des troubles du comportement, Ouais. justement. Excusez-moi. Oui. Non, mais Voilà. c'est important pour les personnes qui nous Oui. écoutent. Non, on a quand même des protocoles pour aider globalement les enfants, c'est-à-dire qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant TDAH. Par exemple, on peut aussi lui donner des médicaments, du méthylphénidate pour permettre au cerveau d'être plus attentif. Et donc ça aide considérablement les enfants TDAH et les adultes aussi d'ailleurs. Et puis on sait exactement, on sait oui comment faire pour les aider pour acquérir des stratégies, pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils aient un meilleur sentiment de compétence. Non, c'est pour tous les enfants pareil. Le protocole est là. Après, chaque histoire de vie, c'est une histoire de vie. Et donc, à chaque fois, bien sûr, il y a une adaptation pour une histoire. Mais quand même, non, on a des protocoles. Pour le TSA, c'est pareil. Pour les troubles 10, c'est pareil. On sait comment rééduquer. Aujourd'hui, on sait comment rééduquer ces troubles, comment accompagner les enfants, comment aider les adultes, comment aider les enseignants. Il y a 2 ans, je crois, j'avais fait une intervention aussi comme ça dans des écoles sur le TDAH parce que les enseignants, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Vous avez parlé de médicaments. Ce sont des troubles qui se soignent forcément avec des médicaments? C'est obligatoire? Le TDAH, quand vraiment il est très présent et très prononcé et qu'il a des vraies répercussions importantes pour l'enfant, oui. Uniquement le TDAH. C'est le seul trouble pour lequel il existe un médicament, qui est un médicament qui va favoriser, qui va favoriser la dopamine dans le cerveau. La dopamine, ça dope, ça booste, et ça va permettre à l'enfant de pouvoir se concentrer enfin. Mais ça lui change la vie à l'enfant. Parce que ce sont toujours des enfants intelligents qui ont un TDAH, et enfin, il peut montrer qu'il sait faire, qu'il y arrive, il peut se sentir fier de lui, et ça change tout. Donc ça l'aide à se concentrer. Oui, et souvent on le donne pendant les périodes de l'école, et pas pendant le week-end ou pas pendant les vacances. On aménage comme ça. Et pour ceux qui souffrent de TSA ou de 10, là, ce n'est pas nécessaire? Non, et il n'existe pas de médicaments. Donc, pas de médicaments. L'approche du psychologue consiste en quoi exactement? L'approche du psychologue, il a un rôle fondamental qui est un rôle de diagnostic, c'est-à-dire de pouvoir faire un peu l'état des lieux, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre l'histoire de l'enfant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la petite enfance et dans le développement, d'entendre les parents, éventuellement d'entendre les enseignants qui peuvent faire des courriers, puis de faire des tests. On fait des tests, il existe des tests cognitifs pour repérer exactement ce qu'il en est du trouble, par exemple pour le TDAH, du trouble de l'attention, précisément, parce qu'après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes formes de troubles de l'attention. Il y en a qui sont plutôt comme ceci ou comme cela. Il y en a qui ont plus des troubles de l'attention sur un plan auditif, d'autres qui ont plus des troubles de l'attention sur un plan visuel. Et puis faire la différence, ce qu'on appelle dans mon métier un diagnostic différentiel, c'est-à-dire de bien faire attention, parce que si vous avez une dyslexie, par exemple, que vous avez du mal à lire, on peut penser que c'est un TDAH parce que l'enfant, il n'arrive pas à rester sur sa ligne. Mais ça va être une dyslexie. Si l'enfant, par exemple, il a du mal à organiser les choses de son travail scolaire, on va dire « Ah, c'est peut-être un TDAH », alors que c'est une dyspraxie. Donc c'est pour ça qu'il y a des tests spécifiques pour bien déterminer de quel trouble il s'agit, pour pouvoir mettre la prise en charge exactement adaptée à ce trouble. Et en plus, il peut y en avoir 2.
qui sont combinés. Et ça devient un tout petit peu plus rock'n'roll, oui, compliqué. Pour les parents qui nous suivent, finalement, c'est vraiment suivre le développement de son enfant pour voir, pour savoir reconnaître des signes quelque part. Mais les enfants, vraiment le trouble qui est le plus repérable de ces troubles dont on a parlé ce soir, c'est vraiment le TDAH, parce que vraiment les parents, au bout d'un moment, et souvent en plus les parents, ils se sentent coupables parce qu'ils rencontrent d'autres parents qui disent « mais enfin, mais ton enfant, il est toujours agité, il fait toujours n'importe quoi ». Des enfants qui quelquefois ne sont pas invités dans les anniversaires parce qu'ils arrivent, ils crient, ils sautent. Ce sont des enfants, par exemple, qui coupent la parole, qui n'écoutent pas ce que dit l'autre, qui veulent toujours prendre le lead sur quelque chose. Et donc, les parents, ils se disent, mais quand même... Comment faire? Comment faire? Alors, ils se culpabilisent beaucoup en disant, c'est ma faute, je ne sais pas élever mon enfant. Et puis, comme je disais, ils s'engueulent dans le couple en disant, c'est toi, c'est ta faute, c'est lui. Dans la famille des parents d'un enfant TDAH, on dit, oui, mais quand même, regarde, moi, dans ma famille, Arthur, Kevin, n'importe quoi, ça va. Et toi, regarde le tien, il fait n'importe quoi. Il faut que tu lui mettes des limites. Donc, les parents, ils ont quand même des signaux d'alerte. Ils ne savent pas que c'est ça exactement, mais ils se rendent bien compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Qui ne tourne pas rond. Que ce n'est pas juste un enfant un peu agité, un peu vif, un peu intense, qu'il y a quand même autre chose. Même s'il y a beaucoup, mais il y a beaucoup d'errance diagnostique. C'est-à-dire il y a beaucoup de parents qui sont épuisés parce qu'ils sont allés voir un professionnel, un autre professionnel, encore quelqu'un. Les enseignants qui disent... Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, vers qui se tourner finalement du moment que, voilà, je vois que mon enfant, il commence à démontrer certains troubles. Vers qui je dois me tourner? Vers un psychologue, un pédopsychologue? Comment ça se passe? Alors, d'une façon générale, il vaut mieux se tourner vers un psychologue spécialisé dans les troubles des apprentissages. Il en existe à Maurice, qui sont spécialisés dans les troubles des apprentissages et qui sauront faire les bilans nécessaires pour pouvoir déjà orienter le diagnostic. Si, par exemple, il y a besoin d'un traitement parce qu'il y a un TDAH, on ira voir un pédopsychiatre. Il n'y a que les médecins qui peuvent prescrire des médicaments. Il n'y a que les psychologues qui sont autorisés à faire les tests. Donc, chacun a son domaine de compétences. Donc, les premiers, c'est les psychologues spécialisés et ensuite, si besoin, les pédopsychiatres. Nous terminons sur cette question. Ce mardi, il y a cette conférence gratuite pour parler de toute cette question. En gros, ceux qui vont venir assister à cette conférence, qu'est-ce qu'ils vont apprendre finalement? Alors déjà, je précise que je fais cette conférence avec le docteur Olivier Revol, qui est pédopsychiatre et qui a été chef de service de l'hôpital à Lyon, qui est un grand spécialiste de toutes ces questions-là. Donc c'est une conférence en duo. Et notre projet, c'est vraiment de transmettre le plus possible d'informations, les plus claires possibles, pour donner des pistes aux personnes qui seront là, aux parents, aux professionnels qui seront là, pour leur donner des points de repère pour pouvoir effectivement mieux comprendre ces troubles, mieux comprendre quoi faire, mieux comprendre comment accompagner, mieux comprendre quand s'inquiéter et à quel moment c'est essentiel de vraiment poser les choses et poser les diagnostics. Vraiment, la dernière question. On sait que vous êtes la fondatrice des centres, ça s'appelle Cogitose. Oui. Cogitose. Pensez-vous qu'à Maurice, il y a la nécessité d'avoir un centre pareil? Je pense qu'à Maurice, c'est très important que les psychologues puissent travailler en réseau et puissent vraiment s'intéresser de près. Mais moi, je trouve que, déjà depuis 2 ans, je trouve que ça a beaucoup changé et qu'il y a de plus en plus de psychologues à Maurice qui sont bien au courant de tous ces troubles et qui savent faire. Jeanne Chiu-Fachin, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre question. Voilà, c'est la fin de Grand Titre ce soir. Merci de votre attention. À mercredi.